Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire Back to NRF Big Show 2021. Je me présente Nadège Legrand, chargée de communication au sein du PICOM by Cap Digital. Donc aujourd'hui, nous allons vous mettre en valeur une restitution du NRF, donc Big Show 2021, présentée par Mike Adjad, fondateur du réseau d'experts I Love Retail. Bonjour Mike. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Donc, cette restitution est organisée par le PICOM by Cap Digital en partenariat avec Mike, mais également avec Business France, que nous remercions également. Donc, nous avons la chance d'accueillir autour de la table Charles Deberthe de Mobivia. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Édouard de Miolis du groupe Louis Deleuze. Bonjour Édouard. Bonjour à tous. Et Monsieur Mathieu Charand de Pickwick Toys pour témoigner sur l'année inédite que nous venons de vivre. Bonjour Mathieu. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Donc, plusieurs temps de parole vont rythmer cette petite heure que nous allons passer ensemble. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat et l'onglet questions. L'onglet chat sera donc à utiliser pour nous remontrer quelques soucis techniques, par exemple, si vous ne nous entendez pas bien, ou simplement pour vous saluer ou pour interagir entre vous. Par la suite, je vais vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital et Mike prendra la parole pour nous faire part de son expertise. Suite à cette intervention, donc en collaboration avec nos différents interlocuteurs, nous allons procéder à une session de questions-réponses. Donc, il faudra obligatoirement utiliser l'onglet questions pour que nous puissions y répondre à la fin de la session. Et par la suite, donc en conclusion, il y aura une petite présentation des prochains événements organisés par le PICOM by Cap Digital. Voilà, pour la question technique, je vais passer aux quelques chiffres. Mike, si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, juste une petite rétrospective de l'année 2019 concernant Cap Digital. Donc, Cap Digital est un collectif, un pôle de compétitivité spécialisé dans le numérique principalement. En tout cas, concernant le PICOM by Cap Digital. Nous avons intégré Cap Digital en 2020. Ça fait 1 an maintenant et on représente le secteur retail. Cap Digital est un collectif représenté par plus de 1000 structures adhérentes, composées de plus de 850 PME et start-up, mais également de plus de 90 grands comptes et plus de 70 établissements d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que 10 fonds d'investissement. Sur l'année 2019, Cap Digital a eu l'occasion d'organiser plus de 120 événements et plus de 1200 visiteurs étaient présents lors du festival Futur en scène sur l'année 2019. L'équipe de Cap Digital et de PICOM by Cap Digital est représentée par 120 experts et 80 collaborateurs de l'équipe permanente. Mike, la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, parlons un peu des projets. Donc, les projets de recherche et développement. 3014 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006, dont 1624 projets ont été labellisés et 856 projets financés. Par rapport à l'accélération, donc 1 milliard d'euros ont été levés par les entreprises du pôle en 2019, dont 72% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 40% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises de la French Tech 120 membres de Cap Digital également. Concernant la transformation numérique, donc plus de 100 mises en relation qualifiées ont été faites en 2019. Donc, quand on parle de relations qualifiées, c'est des relations entre start-up et grands comptes. Et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Parlons Europe maintenant, c'est la dernière slide. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec Mike, Mathieu, Édouard et Charles. Donc, côté Europe, 40 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. On est le premier cluster européen à accéder au statut de core partner au sein d'ANIIT, donc l'IIT Edge en l'occurrence. Et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. J'en ai terminé avec tous ces chiffres. Mike, je vous donne donc la parole. Juste pour rappel, le chat pour pouvoir interagir entre nous, se saluer comme tout le monde le fait actuellement. Je salue donc tout le monde. Et les questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau et on y répondra à la fin de la session. Mike, c'est à vous.
Merci Nadège, bonjour et bienvenue à tous encore une fois. Ouais, c'est un événement un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on a l'habitude depuis très longtemps, pour certains, d'aller sur cet événement, le NRF Retail Big Show, tous les ans, qui réunit des dizaines et des dizaines de milliers de professionnels autour des innovations technologiques, de centaines de conférences et puis d'événements off-site qu'on a l'habitude d'organiser ou qu'on a l'habitude de participer. Et on revient avec énormément d'insights, énormément d'informations pour l'année qui vient. Donc cette année très particulière, pourtant le salon a décidé quand même de faire une édition virtuelle avec 168 conférences qui se sont tenues, c'est colossal, avec des salons virtuels, avec une délégation de la French Tech qui était la plus forte délégation du monde puisqu'on avait 22 startups French Tech sous l'égide de Business France, donc le même village quasiment que ce qu'on fait habituellement en physique. Et ça nous a permis de faire quand même en virtuel un bilan de cette année si spéciale, d'avoir un point sur les évolutions technologiques, sur les innovations en magasin, et de se projeter sur ce que ces changements vont pouvoir nous dire des années à venir. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai construit la présentation d'aujourd'hui en 4 parties. À la fin de chacune d'elles, je ferai réagir nos distributeurs qui ont eu la gentillesse de participer pour avoir aussi leurs sentiments, leur ressenti par rapport à cette année. La première partie, on va voir qu'en 2020, et vous le savez encore mieux que moi, on ne reconnaît plus rien. La seconde partie, on va avoir un focus sur le green, thème qui est ressorti très très fortement. Ensuite, on va voir tout ce qui est sorti autour des interactions entre le digital et le magasin, et puis on va se projeter sur les enseignements qu'on peut en tirer et les quelques innovations à retenir éventuellement pour les années suivantes. Voilà. Alors 2020, je reconnais plus rien en tant que distributeur. Je reconnais plus mes clients tout d'abord. Quelques chiffres qui sont sortis de ces conférences. Le e-commerce a doublé au niveau mondial. On est passé de 9% du commerce mondial à 18%. Les produits bio ont pris 10% aux États-Unis. Les ventes de vélos qui ont été multipliées par 5 chez REI pendant que l'avion perdait 80%. Une explosion des paiements sans contact. Visa nous dit que 75% pardon, de ces paiements aujourd'hui sont en sans contact et que 2 tiers de ces clients préfèrent le sans contact et que 78% ont changé leurs habitudes de paiement. On a eu bien entendu dans le monde entier une explosion du drive et de la livraison chez Walmart. C'est 4 fois plus d'utilisateurs drive et livraison sur le premier trimestre et la plus forte progression a été remarquée chez les plus de 65 ans. C'est aussi une appétence pour la géolocalisation de la livraison. C'est une appétence pour de moins en moins de check-out. On a 31% des acheteurs qui seraient plus susceptibles de faire leurs achats chez les distributeurs qui proposent une technologie entre guillemets sans encaissement. Alors le patron de Standard nous disait, la bonne nouvelle c'est que les magasins ont encore une place, mais il est clair que les comportements consommateurs, on l'a vu, ont changé en un rien de temps. Et dans le monde entier, non seulement ça a changé, mais ils nous disent que ça va être durable. Une étude nous dit que ce soit en France, au Japon, jusqu'en Inde, les consommateurs ne voudront pas, dans les années à venir, revenir à leurs anciens comportements d'achat. Ils veulent rester sur ce qu'ils ont expérimenté et apprécié durant cette année 2020. On a 48%, donc presque 1 sur 2, qui ont découvert des nouvelles marques sur les réseaux sociaux en 2020. Alors Facebook en tête aujourd'hui, devant Instagram et YouTube, mais il y a une percée très forte de TikTok qui pourrait, si les autres ne bougent pas, prendre la relève. On a plus de la moitié des consommateurs qui souhaitent une livraison en 2 heures aux États-Unis, alors que au milieu de la crise, seulement 19% des distributeurs pouvaient l'assurer. Et Oracle nous disait quelque chose d'assez sympa, c'est que dans les magasins, 80% dans les magasins alimentaires, 80% des consommateurs ont découvert de nouvelles marques en raison de rupture de stock, parce que là, on a vu que la tenue de la supply chain a été primordiale. Et un quart d'entre eux nous disent qu'ils continueront d'acheter seulement ces marques. Donc une découverte qui n'a pas été sans effet. Et en France, c'est pareil. Vous l'avez vu, 71% des acheteurs online ont réalisé des achats sur Internet au moins une fois par mois, et c'est un item qui prend 5 points par rapport à l'année précédente. Un Français sur 4 nous dit qu'il va durablement augmenter ses achats en ligne. Et 37% des plus de 60 ans sont désormais adeptes du drive et de la livraison à domicile. Et ça, c'est un item qui prend 15 points par rapport à l'année d'avant. C'est l'échangeur BNP Paribas qui nous donnait ces chiffres tout récemment. Alors voilà pour les chiffres. En 2020, je ne reconnais plus non plus mon magasin. Même si vous êtes distributeur, vous avez vu que vos magasins, vous les avez fait évoluer et ils ont évolué peut-être même
sans que vous soyez à la manœuvre. Walmart a fait une conférence vraiment très intéressante. Elle nous dit que le Covid-19 a accéléré leur expansion dans l'e-commerce de 79% sur le troisième trimestre. C'est colossal. Ils ont augmenté de plus de 40% le nombre de créneaux horaires dispo pour le drive et la livraison. Ils ont lancé des services comme la livraison express en 2 heures. Et elle nous dit, et ça c'est aussi très intéressant, qu'ils n'auraient jamais pu mettre en place ces livraisons en 2 heures juste avec des entrepôts. C'est vraiment le picking magasin, c'est l'appui des magasins qui leur a permis de gagner en efficacité. Target a boosté ses services donc delivery, c'est de la livraison, pick-up, c'est on va dire click and collect ou drive-up, ce qu'on appelle le drive chez nous, 270% en 2020 par rapport à 2019. C'est colossal. Bed Bath & Beyond, pendant ce temps-là, son chiffre d'affaires magasin perdait 15%, c'est quand même pas énorme, mais son chiffre d'affaires online sur le Q3 augmentait de 77%. Ils nous disent avoir gagné plus de 7 millions de nouveaux clients en digital sur 2020. Le CEO nous disait que la pandémie, il les a poussés à redéfinir l'ensemble de leur process numérique, bien sûr au niveau technologique, mais aussi d'un point de vue logistique, dont on parle beaucoup. Plus près de chez nous, en Grande-Bretagne, Aldi a réussi à ouvrir 200 drives en seulement 4 mois. Et encore plus près de chez nous, Michel-Édouard Leclerc nous disait tout récemment que sur le drive, ils avaient fait en 2020 le chiffre d'affaires qu'ils comptaient faire en 2024, donc 4 ans d'avance. Alors voilà, cette révolution, on l'a tous vécu, on va voir ce qui est durable. J'avais envie de revenir avec nos intervenants sur leur ressenti, sur comment ils ont senti cette année en termes de changement de consommateurs, et puis de modification très rapide des magasins. On va peut-être commencer par Édouard de Miolis, donc du groupe Louis Delhaize. Louis Delhaize, c'est Match, c'est Cora, c'est Truffaut, c'est tout un tas d'enseignes que vous connaissez très très bien. Édouard, ton ressenti par rapport à ça? Bonjour à tous. Merci Mike et Nadège pour cette tribune. Notre ressenti, il a été quand même assez violent, puisqu'on est dans le business de l'alimentaire en majorité. Hein. Le groupe Louis Delhaize, ce sont les enseignes Cora, qui sont majoritairement des formats hypermarchés. Donc, comme on l'a connu en France en tant que consommateur, l'annonce ou les prémices d'annonce de confinement ont provoqué une réaction de stockage. Donc, comme Mike l'a énoncé, cette réaction, elle a tendu fortement tout ce qui était supply chain, c'est-à-dire qu'on est confronté à des rayons qui se vident très vite, donc on accélère le fonctionnement du magasin, on accélère la rotation des produits, on se retrouve avec donc des références qui sont vides. Donc on l'a vécu comme étant une très très forte accélération sur cet élément fondamental de retail dans l'alimentaire qui est la disponibilité produit. L'autre aspect, on disait plus rien, donc reconnaître son magasin, plus rien, je dirais les deux ont été très fortement associés, plus rien parce qu'on n'avait plus rien de commun par rapport aux semaines précédant le confinement, je parle du mois de mars, plus rien de similaire en termes de flux de produits, comme je l'ai dit, et de clients, et une accélération très 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 forte, comme Leclerc et nos amis de la distribution, du canal des drives. Donc on ne reconnaît plus rien sur les fonctionnements habituels des flux clients et de flux de produits, donc sur cette première phase de stockage, et après donc sur les habitudes qui semblent s'installer. Hein. Donc là je parle du regard d'aujourd'hui, non plus du regard en réactif sur le premier confinement, qui montre que le maintien du mode de consommation drive semble bien établi, continue de progresser. Et donc mécaniquement, on se retrouve à devoir accélérer en culture, en techno et en organisation sur ces nouveaux modes de consommation, avec un avantage pour le groupe Louis Delhaize et en particulier Cora, c'est l'assortiment en ligne qui est donc qui est le plus gros en France, puisqu'on est au-dessus des 30 000 références disponibles en ligne, avec du picking magasin, ce qui nous a permis de nous différencier assez fortement dans la durée de cette période sanitaire et des évolutions des comportements des clients, notamment sur les aspects de fluctuation de disponibilité. Et ça s'est ressenti, merci Edouard, oui, ça s'est ressenti. Alors, on n'a pas les chiffres, ils sortiront dans l'année, mais on se doute que ça va être quelque chose d'intéressant. J'avais envie aussi d'écouter Mathieu Pickwick Toys, parce que Edouard, tu fais quand même partie des privilégiés dans une activité où tes magasins sont restés ouverts. Je pense que Mathieu n'a pas le même retour, n'a pas eu la même souffrance, tant au niveau de l'enseigne qu'au niveau de ses consommateurs, Mathieu.
Surtout que cette souffrance-là, elle continue puisqu'on a toujours 3 magasins fermés. Donc, étant donné qu'on est généralement Retail Park, voilà. Trop grand, trop là, grand. on fait partie en fait de centres commerciaux de plus de 20 000 m² sur 3 magasins. On a 3 magasins qui sont fermés, dont notamment un où on ne peut même pas faire de drive. Donc, c'est quand même un peu particulier. Et en effet, nous, on a vécu 2 confinements. C'est-à-dire on a subi 2 confinements. Il y en a un premier où on n'était pas du tout prêt à fermer des magasins aussi rapidement et pour lequel en fait on n'avait pas de solution directe puisqu'on pensait en fait la perte de chiffre d'affaires et on avait bien sûr le web qui tournait mais par contre pas avec une stratégie de mutualisation de stock, avec une stratégie de communication avérée et puis surtout en fait des ensembles de stocks qui étaient suffisants pour répondre à des demandes qui étaient très spécifiques parce qu'à partir du moment où on ferme les magasins, on se retrouve avec un mix produit, un mix vente qui évolue considérablement par rapport à ce qu'on peut voir avec une fréquentation magasin. Donc on a vécu 2 confinements, un relativement violent, sur lequel on essayait d'éteindre le plus possible un certain nombre de feux. Ça nous a permis par contre d'accélérer et d'ouvrir 45 drives en 15 jours. Donc là, on a été très rapide et on a mis tout de suite une organisation et ensuite un schéma digital qui nous permettent justement de délivrer des produits. Alors quasiment 24/24 sur une vingtaine de magasins puisqu'on a des casiers, mais au-delà de ça, on avait ce service de drive. Et donc ça a été ce qu'on disait il y a quelques jours, la Covid a été un agent d'innovation relativement fort et surtout en fait à placer des steps d'innovation et de rétro-planning très serrés puisque au 2e confinement, on a toujours été impacté alors qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce que quelques semaines avant Noël, on n'était pas reconnu comme commerce essentiel. En revanche, on était prêt. C'est-à-dire qu'entre les 2 confinements, on a pu opérer un certain nombre de transformations, un certain nombre d'adaptations, la mise en place d'un EMS puissant et ensuite, justement, exactement ce que précisait Walmart dans sa conférence, mais à une moindre mesure, on est d'accord, on a lancé en fait 100% de nos magasins en ship from store. Et donc, ce qui a permis justement sur les 15 premiers jours de novembre, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumétries de chiffre d'affaires que sur un mois de mars ou un mois d'avril, de faire exactement la même performance que lorsque les magasins étaient ouverts. Et donc, pour nous, les premiers, on savait qu'on compenserait largement, on ne savait pas qu'on ferait exactement cette même performance. Donc, le niveau de préparation était bon, on a eu un bon rythme, en tout cas de réalisation sur les 4 mois sur les 5 mois qui ont entrecoupé les 2 confinements. Mais en fait, ce qu'on retient surtout, c'est que tout ce qui a été mis en place, et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place, ça a bien sûr permis en fait d'accroître notre performance et de baisser l'impact d'une telle situation. Mais étant donné que rien n'était parfait, le gros avantage lorsqu'on se retrouve dans cette situation chez nous, c'est qu'on a pu accumuler un nombre de data et d'informations sur la gestion de projet, sur ce qui porte pas, et d'affiner très clairement nos indicateurs. Et ça a une valeur. Et quand on gagne du temps sur les habitudes des clients, les distributeurs gagnent beaucoup de temps en termes de données, en termes d'analyse et en termes d'orientation en fait, des plans stratégiques sur les mois et les années qui suivent. Merci beaucoup Mathieu. On se reparle tout à l'heure. Mes enfants me demandaient qui avait décrété que les jouets n'étaient pas essentiels. Bon, ça, si quelqu'un a la réponse, on y répondra. Alors une tendance qui est ressortie très fortement. On parle de green tout le temps, bien sûr, mais là, on a senti une modification. Alors j'ai envie de pondérer un petit peu ça parce que j'ai le sentiment, à travers les conférences qu'on a suivies, que cette tendance, elle est liée à un savant mélange entre environnement, sanitaire, sécurité sanitaire. Et bon, en tout cas, il y a eu une pression extrêmement forte des consommateurs depuis le mois de février-mars. Elle était déjà là avant, mais là, elle a été extrêmement forte. Quelques chiffres, encore une fois, 57% des consommateurs américains attendent des initiatives environnementales et sociales très fortes des retailers. Je peux vous dire que je suis en train de mener pour la fédération Périfem une étude qui sortira dans quelques semaines, qui nous montre que c'est exactement la même chose en France, un renforcement des attentes des consommateurs vis-à-vis des distributeurs. 77% des consommateurs seront plus prudents sur les questions de propreté, de santé, de sécurité, de durabilité. Enfin voilà, un gros
un gros truc dans lequel on veut mettre tout, mais on demande à ces enseignes d'être plus vertueuses, quelque part de nous protéger. Après, les consommateurs sont aussi prêts à faire des efforts. Plus d'un sur deux, aux États-Unis toujours, hein, c'est des conférences qui étaient essentiellement américaines, nous disent qu'ils sont prêts à livrer eux-mêmes des produits à leurs voisins pour participer à cet effort. On a eu une intervention très intéressante d'H&M. La patronne Sustainability d'H&M, elle disait que les besoins de leurs consommateurs, certes, ont considérablement changé, mais que ça les a poussés à évoluer. Et que c'est particulièrement les digital natives qui sont plus exigeants. Ils exigent aujourd'hui de savoir comment sont conçus les vêtements, où est-ce qu'ils sont conçus, dans quelles conditions, si la chaîne de production est bonne pour la société. Donc, ils ont pris des engagements que vous avez peut-être vus. C'est qu'aujourd'hui, déjà, plus de la moitié des matériaux utilisés par H&M pour la confection des vêtements sont recyclés ou issus de matières organiques, et ils ont annoncé un objectif que je trouve quand même assez fort, de 100% de responsables à l'horizon 2030, en précisant que 70% des émissions de CO2 étaient émises pendant la phase de production, donc c'est quelque chose de gigantesque. On a eu Ikea aussi, Jennifer Kisson, qui nous disait que leur première réponse, ça a été de renforcer le dialogue avec leur communauté d'acheteurs et de faire remonter des besoins et de cadrer les initiatives qu'ils voulaient prendre. Et ça leur a permis de lancer, vous l'avez certainement vu passer, une offre de seconde main avec la possibilité de retourner son vieux mobilier. Alors encore une fois, ils ont fait une pub assez sympa, de retourner son mobilier pour lui garantir une seconde vie. Et ensuite, ils ont même ouvert quelques magasins physiques dédiés à la seconde main. Des Home Depot que tout le monde connaît. Là, encore une fois, on se rapproche du terrain, mais on se rapproche surtout de ses collaborateurs et ses collaborateurs magasins qui sont en contact des clients. 80% des initiatives RSE aujourd'hui remontent des collaborateurs et seulement 20% en top-down. Une initiative intéressante, vous connaissez le recyclage des bouteilles plastiques, etc. Ça existe dans pas mal de pays, en Allemagne, dans l'Est de la France d'ailleurs. On en reparle, encore un projet de loi qui a été présenté hier, qui en reparle pour la France. Là, Unilever et Alibaba ont développé un système de recyclage qui est basé sur l'intelligence artificielle pour, certes, identifier, trier les emballages des bouteilles, mais pour accélérer considérablement l'ensemble des process de toute la filière du recyclage de bouteilles. J'avais envie de citer ça parce que Walgreens, que tout le monde connaît, au-delà de ce qu'ils ont fait en magasin, en pharmacie, partout, est devenu en quelques semaines un acteur majeur de la vaccination aux États-Unis. Le 22 janvier, ils annonçaient plus d'1 million de vaccins, de vaccination en magasin. Là, les chiffres continuent à monter. J'ai pas les derniers, ils vont annoncer fin février, mais ça explose. Donc certes, en termes d'image, alors nous on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire appel au privé, encore moins à la grande distribution en France. Déjà pour les masques, ça a été tout un truc. Mais certes, ça montre une image d'acteurs engagés, mais on ne va pas se le cacher. Walgreens a eu 1 million de trafic en plus dans ses magasins en un mois. Et ça va continuer. Du trafic avec de l'image. Charles, dans une activité quand même assez particulière, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi Mobivia, le green Charles, on avait envie de l'entendre, je pense qu'il a un retour extrêmement intéressant. Alors effectivement... Alors, on va mettre en plein écran. Allô ? Oui. Bonjour à tous. En fait, effectivement, le retour qu'on a, alors il y a plusieurs constats qu'on a fait. Peut-être reculer un peu la caméra, Carl, parce que là, on voit Charles, parce que voilà. Comme ça. On voit en entier, c'est que j'ai dû me déplacer. En fait, effectivement, le retour qu'on en a aujourd'hui, c'est que le constat au niveau macro, c'est qu'il se passe deux types de révolutions aujourd'hui dans nos entreprises. Vous avez la révolution numérique, comme vous pouvez le constater, alors avec toutes ces avancées au niveau digital, au niveau intelligence artificielle, etc. Et vous avez la révolution verte, la révolution green, qui peut se passer aussi où on peut l'appeler révolution du développement durable. Et effectivement, chez Mobivia, on a entrepris déjà depuis plusieurs années quelques initiatives grâce notamment au groupe à la BU chez nous, eWIP, qui travaille sur ces questions-là, où effectivement, depuis quelques temps, nous avons mis en place un pôle développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement sur ça ? C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, Mike, la plupart des initiatives viennent du terrain. Le recyclage des batteries, on va voir aussi comment est-ce qu'on va dépolluer l'eau de nos garages.
comment est-ce qu'on va améliorer aussi la situation de nos collaborateurs. Donc tout ça, c'est des initiatives qu'il faut prendre en compte, qu'on prend en compte. On met notamment aujourd'hui, on fait attention à ce que dans chaque pôle, on utilise dans nos cahiers des charges des valeurs développement durable. Alors aussi, à plus petite échelle, je vais vous donner quelques exemples. On travaille, comme vous le savez, aussi sur l'intelligence artificielle. Et comme vous le savez aussi, chez Mobivia, nous avons plusieurs BU, Midas, Carter Cash et Noroto, pour les citer. Et effectivement, de temps en temps, nous sommes obligés de travailler avec des prestataires, différents prestataires. Et donc, on doit travailler sur les tournées de livraison. Et donc, on essaie de mettre au point aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on essaie d'optimiser ces parcours de livraison. Pourquoi ? Effectivement, pour gagner du temps, mais aussi pour éviter la pollution. Parce que pour éviter tout ce qui va être bruit dans les villes, tout ce qui va être aussi confort dans la livraison, reconnaissance des livreurs, on se pose toutes ces questions qui font que demain, on aura des systèmes un peu plus améliorés et surtout, on va pouvoir améliorer ces systèmes grâce à l'intelligence artificielle. Là où on veut aller, c'est plus dans l'optimisation des parcours, mais c'est d'aller dans le prédictif. Donc, c'est passer l'étape d'au-dessus sur l'intelligence artificielle qui nous permettra d'améliorer ces questions-là. Et je vous en parlerai sûrement après. Génial. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est toutes les initiatives qu'on prend, tout en prenant en compte, encore une fois, je vous le dis, ce rapport qui, aujourd'hui, il y a 2 types de révolutions. Et si nos entreprises ne font pas attention et que ne prennent pas en considération la révolution du numérique, ainsi que la révolution écologique, je pense que nos entreprises vont droit dans le mur et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces questions-là. Voilà. Merci Charles, on se reparle tout à l'heure. Bon, alors troisième partie, bien sûr, celle que, entre guillemets, tout le monde attend, les interactions entre le digital et magasin. Bien entendu, on sait que tout a explosé parce que magasin fermé, parce que modification des comportements. Ce qu'on a beaucoup entendu, c'est qu'on a gagné en gros, les distributeurs ont gagné en gros 5 ans de transformation numérique en seulement 5 semaines. On a eu 4 à 6 ans de croissance du e-commerce en seulement 1 an. Et cette phrase de Microsoft m'a fait rire, Edouard. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le Covid-19 est devenu le nouveau patron de l'innovation du retail. C'est vrai que ça a été drivé. Il y a des enseignes qui avaient prévu des modifications, des transformations sur des plans lents ou plus ou moins rapides, mais en tout cas qui devaient suivre l'évolution prévue de la montée en puissance du e-commerce, etc. Là, tout a volé en éclats. Et donc, j'avais envie de vous faire un store tour. D'habitude, quand on est à New York, en plus des conférences, on organise beaucoup de tours dans les magasins pour voir ce qui a été fait d'innovant, les nouveaux magasins, les magasins qui ont été les nouveaux concepts qui sont sortis dans l'année, les magasins qui ont été rénovés. Alors, on le fait avec I Love Retail à New York, mais pas uniquement. On va en Chine, on va en Europe, on va un peu partout. Et là, on avait envie un petit peu de vous faire voyager avec 2 axes. Comment est-ce qu'on a mis d'abord plus de digital dans son magasin ? Alors, c'est l'exemple, par exemple, de Burberry. Vous avez peut-être vu ça. Burberry a ouvert un social retail store à Shenzhen. Alors, c'est en partenariat avec Tencent. Et là, c'est un magasin, si vous voulez, dans lequel le mobile est roi. Vous scannez, vous avez de la réalité augmentée, vous avez de la réalité virtuelle, vous avez du gaming, vous avez un mini programme WeChat qu'on voit là qui va réagir par rapport à simplement un QR code ou du NFC. Vous avez des contenus exclusifs, vous avez une expérience qui est complètement personnalisée, vous avez vos propres avatars. Alors, c'est un magasin labo, mais comme d'habitude avec ce type de magasin, on va voir arriver certaines de ces technologies ou certaines de ces applications adaptées dans des magasins en Europe. Je pense particulièrement à Londres, qui est en général le point de chute européen des tests de Burberry, à New York, bon, peut-être en France, on verra. Deuxième exemple qui m'a intéressé, dont on a pas mal parlé aussi pendant NRF, donc c'est à Brookfield Center, c'est un super joli mall de Manhattan. Ils ont fait un partenariat avec Fitmatch. Et en fait, vous avez un petit endroit comme ça à l'entrée dans lequel le consommateur va venir et va scanner en 3D ses mesures. Il va bénéficier d'un ID personnel de taille et cet ID va être valable, sa carte d'identité de mesure va être valable dans tous les magasins du mall.
Donc, il va aller n'importe où. Au lieu d'essayer le vêtement, il va pouvoir scanner le vêtement et savoir exactement quelle taille il lui faut. Et en plus, être connecté au stock en ligne. Donc, rapidité et pas d'essayage, ce qu'on attend dans cette période où on a besoin d'un peu plus de sécurité sanitaire, où les consommateurs ont peur de rester trop longtemps en magasin, ont peur de passer du temps en cabine. Voilà. Et ça peut durer, bien entendu. Un autre exemple, c'est le restaurant automatique. Alors, il y avait déjà eu des tests, on a vu d'ailleurs à Manhattan. Là, c'est Jersey City. Simplement, le process est simple. Hein. On a une borne, on choisit son menu, son repas, ses boissons, etc. C'est préparé en cuisine et c'est livré directement sans aucun contact avec aucun personnel dans ces casiers qui sont en plus assez jolis avec du digital sur l'écran pour avoir votre nom, etc. Un autre exemple qu'on avait déjà vu gentiment, mais là qui s'est accéléré, c'est le virtual queuing, la file d'attente virtuelle qui a été mise en place chez Target. En gros, on est chez Target pour éviter, on veut aller en magasin, mais on veut avoir le moins d'interaction possible avec d'autres consommateurs. Donc, limiter la file d'attente en caisse. Donc là, on va prendre rendez-vous. On va dire, je veux venir tel jour à telle heure. On sera 2 personnes et puis je vais passer en caisse à telle heure. Et là, vous avez un ticket et vous passez sans aucune attente et en limitant considérablement les contacts. Autre social store, c'est Nike. Alors, bon, Nike, vous savez que ils innovent en permanence et à chaque fois, ils se servent de magasins comme des supports. Donc, dans ce nouveau magasin, le Nike Rise de Guangzhou en Chine, encore une fois, on retrouve la plupart des innovations technologiques qui ont été déployées à Sceaux, donc à New York, à Paris sur le dernier magasin, etc. Mais on en retrouve d'autres. Ils ont voulu ce magasin comme un hub interactif alimenté par la data, avec des applications alors de scan to learn, donc c'est des infoproduits qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on avait jusque-là. Une appli morphologique qui s'appelle Nike Fit pour sélectionner les modèles avec le conseiller en fonction donc de votre morphologie. Et puis le Nike Experience, qui est encore un réseau local, c'est pas le premier de Nike, mais contrairement au Nike Run ou au Nike Plus, celui-ci est multisport mais extrêmement local. Donc dans la zone du magasin, vous allez pouvoir trouver des événements sportifs, des personnes avec qui vous allez pouvoir avoir une pratique en commun. Alors là, on est vraiment dans du lab. On est à Londres, c'est Capgemini et certains partenaires qui ont ouvert le The Corner Shop pour permettre aux retailers, donc à vous, de pouvoir venir tester un espace expérientiel basé essentiellement sur la technologie et autour du mobile. Alors, j'ai mis quelques exemples. On peut personnaliser son espace physique en fonction des attentes. Donc ça, on avait déjà vu ça dans certains magasins, les Wonder et autres. On personnalise l'ambiance lumineuse, les couleurs, la musique, etc. On a un jumeau virtuel qui permet l'essai de vêtements. On a des produits frais à l'unité qui sont cultivés sur place. On a des conseils d'achat qui sont ultra personnalisés. On a, ça c'est assez marrant, un contrôle des règles de distanciation sociale en vigueur par computer vision. Hein, nous, on nous parle de jauge à 8 mètres, à 10 mètres, etc. Et puis on est obligé d'avoir des vigiles à l'entrée, mais il n'y a pas que le nombre. Là, on va contrôler le nombre, mais on va contrôler aussi la distance. Même s'il y a le bon nombre de personnes dans le magasin, s'ils sont tous regroupés, ça le fait pas. Voilà. Et puis, ils ont décidé aussi de tester un système qui permet de donner un total contrôle de ces données numériques aux consommateurs. Un autre exemple, là, on part à Séoul, le YopLab. Le YopLab, ce sont des sérums et des masques qui sont faits sur mesure en fonction des goûts du consommateur. Alors, je trouve que c'est pas si innovant que ça parce que moi je connais une start-up que j'ai connue dès son origine qui s'appelle La Beauté, qui est à Paris rue Madame, qui a un magasin et qui fait des produits de beauté sur mesure en fonction d'un questionnaire. Il que ces produits de beauté ils sont faits sur mesure et sur place devant vous par une préparatrice, une diplôme de pharmacien d'ailleurs, avec des produits, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, il y a tout ça, c'est extrêmement frais. La seule différence avec le YopLab, c'est que en plus les produits sont confectionnés grâce à une technologie d'impression 3D très avancée, donc dans lequel ils vont mettre tous les ingrédients et ça va sortir automatiquement. Voilà. Donc on a de l'hyper-personnalisation et on a encore une fois moins de contact. Le deuxième axe que je voulais développer sur cette partie-là, c'est que c'est bien beau de mettre du digital dans ces magasins, mais pour ça, il faut que les magasins soient ouverts. Et quand les magasins ont été fermés ou quand il y a eu un repli des consommateurs sur le web, mais on s'est dit, on va essayer de mettre plus de magasins sur son digital. Alors, ce sont plein d'exemples. C'est l'exemple de Google qui a lancé l'essayage virtuel de maquillage que vous avez certainement vu.
avec L'Oréal, avec MAC, Charlotte Tilbury, Estée Lauder, etc. On connaissait déjà des applications comme ça en magasin, hein, Sephora, Manhattan, il y a déjà plusieurs années sur une borne. Là, c'est encore plus puissant et c'est directement sur son mobile ou sur son ordinateur. Cet exemple, je l'adore. Vous connaissez peut-être Camp. Camp, c'est une marque de magasin de jouets qui a à Manhattan un très beau magasin, mais avec une porte cachée. Quand on passe cette porte cachée, il y a à peu près 2-3 fois la surface du magasin en espace expérientiel où les enfants peuvent jouer, tester l'ensemble des jouets. D'ailleurs, tiens, j'aimerais bien, Mathieu, avoir ton retour là-dessus, mais c'est un espace qui est vraiment exceptionnel. Sauf que ce magasin est enfermé. Ils se sont dit, mais comment on continue à garder un lien physique avec notre communauté? C'est pas possible. Donc, ils ont décidé d'ouvrir une plateforme web pour monter des anniversaires en virtuel. Et donc, les parents choisissent la date, choisissent un animateur, une animation qui va venir. On invite les amis et sur une forme un peu de Zoom améliorée, on a cet après-midi d'anniversaire tous ensemble, avec même une possibilité d'envoyer des cadeaux, etc. Je trouve ça fantastique. Alors, un autre exemple, ça vous en avez tous entendu parler, c'est le live shopping. Le live shopping a explosé considérablement à partir du mois de février-mars. En Chine, on nous parle de 140 milliards de dollars en 2020, c'est colossal. J'avais envie de mettre en avant 2 startups de la French Tech qu'on connaît bien, que j'ai rencontrées à peu près il y a un an, toutes les deux. Avant ça, elles étaient au balbutiement de leur offre. Elles disaient, j'y crois, je vais faire des tests, etc. Depuis, elles ont aussi explosé. Donc là, c'est Spoky qui a eu plein de résultats avec IKKS, avec Yves Rocher. Là, c'est une deuxième startup de la French Tech qui s'appelle Cast, qui a mis en place aussi plusieurs expériences, ici avec Leroy Merlin, en partenariat donc avec un fabricant de perceuses, AEG. Darty nous fait part de résultats aussi exceptionnels, Nocibé, enfin, on est en ce moment dans tous les secteurs d'activité, quasiment tous les secteurs d'activité, on va dire non alimentaires, et avec des résultats qui sont exceptionnels. Donc à suivre parce que pour une fois, ça explose en Chine, mais ça part très fortement en France, quasiment en même temps. Cet exemple de Sendbird qui avec Amazon Web Services a fait une plateforme de recherche, d'essai, de souscription ou d'achat de parfums en ligne. Donc avec un quiz, on essaie en fait d'accompagner la sélection comme on le ferait en magasin. On y rajoute du business model de souscription parce que c'est quand même aujourd'hui ce qui va monter. On va revoir des exemples là-dessus. Et ils nous disent aussi avoir sorti du vocal commerce, mais en langage naturel. Toujours dans la personnalisation, The Yes, c'est un site web de fashion, de shopping. Mais alors, ce site web vous pose des questions et l'expérience de visite du site web va se personnaliser en direct en fonction des réponses du client. Tant sur la manière de présenter que sur le type de produit, que sur la localisation, enfin, sur l'ensemble des aspects du parcours vont être personnalisés. Je vois dans le chat qu'on parle à Paris de la beauté de Lucie Bataille. Bah oui, voilà, c'est la beauté que j'ai plaisir à citer parce que finalement, vous voyez, à Séoul, ils montrent quelque chose. Nous, on l'avait déjà en France il y a, à mon avis, 2-3 ans. Nestlé a eu le nez creux. Nestlé avait commencé par prendre une participation dans Freshly et puis là, ils viennent de les racheter totalement. Freshly, c'est un service d'abonnement de livraison à domicile de plats sans gluten. Qui a complètement explosé, bien entendu, depuis le Covid, pour 2 raisons. D'abord parce que le sans gluten, c'est l'image de frais, de sain, etc. Et puis parce que fermeture des magasins, en ce moment, ils en sont à plus d'1 million de repas par semaine livrés. On a parlé un peu de souscription. Là, on va plus loin. On va sur de l'auto-refill. L'auto-refill, c'est vous manquez d'un produit, avant même d'en faire la demande, vous allez être livré. Et Wegmans, ça fait ça pour des médicaments. Il y a un système maintenant d'auto-refill de médicaments en livraison à domicile. L'ensemble de la partie prescription, etc., est calé en amont. Et là, avant d'arriver à la fin de votre plaquette, vous recevez déjà la plaquette suivante. On se souvient des débuts un petit peu difficiles d'Amazon Dash. On sait aujourd'hui que les modèles de souscription prennent de l'ampleur et vont s'installer certainement durablement. Un exemple de je fais venir le digital dans mon magasin, sur mon digital. Un exemple super pour moi, c'est La Redoute. La Redoute vient de tester ça dans quelques pays
et arrive en France au mois de mars. Ils prennent des vrais points de vente dans lesquels vous avez un système de visite virtuelle. Donc là, c'est moi qui me suis baladé, qui ai enregistré ça. On peut aller où on veut. Les produits sont cliquables comme vous le voyez. On est directement sur les caractéristiques de lui. Et puis, on peut même aller jusqu'à avoir des rendez-vous en visio avec un conseiller de vente. Donc, c'est du live shopping, mais sur rendez-vous. Alors, voilà pour ces quelques tendances. On va peut-être commencer par Mathieu. Mathieu, je pense que ça te parle, pas uniquement l'exemple de Camp, mais vous qui avez eu des magasins fermés, comment vous avez réussi à animer le digital et qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Oui, alors pour revenir tout à l'heure à la réflexion comme quoi les jouets n'étaient pas un domaine essentiel, je suis bien d'accord avec votre fils. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui croient au Père Noël et c'est tout le problème. Pour revenir sur l'exemple de Camp, en effet, c'est un très bon exemple pour nous, notamment sur la virtualisation des services de manière générale, parce qu'il y a les anniversaires, mais il n'y a pas que les anniversaires aussi. On peut travailler sur. Nous, on organise beaucoup d'ateliers, par exemple, chez Pickwick Toys. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un en interface pour te conseiller, pour justement pouvoir expliquer un certain nombre de techniques sur les activités créatives, c'est un très bon exemple. Et c'est ce qu'on a justement travaillé assez rapidement avec tous les lives qu'on peut faire, que ce soit sur Facebook. Mais c'est vrai que l'exemple de Cast, par exemple, est aussi un bon exemple. Nous, on travaille avec Spokies aussi. Mais ce live vidéo shopping, c'est vraiment quelque chose qui nous permet justement d'accentuer notre position sur le digital. Parce que globalement, les retailers ne sont pas toujours très en avance sur ce sujet-là. Mais là, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Et ce qui se cache derrière tout ça, c'est finalement comment est-ce qu'on conserve le lien, comment est-ce qu'on cultive le lien. Parce qu'on sait très bien tous qu'aller chercher de nouveaux clients, ça coûte toujours beaucoup plus cher que de garder ceux qu'on a, quoi. Et tout ce qu'on a pu travailler sur les 5 mois entre mai et novembre, c'était avec comme obsession de conserver ce lien, de garder le lien, de l'entretenir. Et c'est pour ça qu'on a développé un certain nombre d'interfaces pour échanger via SMS. On avait un nombre d'échanges qui montait jusqu'à 8 à 9 000 par jour, d'SMS avec nos clients, qui nous permettait justement de garder le lien, de leur trouver des réponses. On avait un taux de réponse, un temps de réponse qui était très très court, qui permettait de toute façon pour chaque client d'avoir un retour dans les 15-20 minutes. Sur des périodes de pic, on est monté à 1 heure, mais globalement, on savait qu'on servait ce lien-là et on a poussé un peu plus loin le sujet en se disant, on fait du SMS, on parle, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout et jusqu'à la transaction? Et donc, on a, avec un partenaire, développé ce point-là, ce qui permettait d'avoir un premier échange simple de SMS et d'aller jusqu'à la transaction. Et finalement, il y avait quand même sur certains magasins, parce que c'était les magasins qui étaient à la manœuvre, parce qu'on souhaite vraiment que chaque site soit responsabilisé sur son business et notamment sur ses clients et la connaissance de ses clients. Ils ont pu justement parfois sur certaines journées transformer 3 conversations sur 4. Donc c'était d'une part, on voit bien la dimension essentielle et les besoins qui étaient forts de la part de nos clients, notamment sur le mois de novembre, et ensuite la capacité à transformer. Donc il y a eu en effet toutes ces possibilités-là, mais une fois encore, c'est comment est-ce que je conserve le lien, comment est-ce que je propose des choses qui sont vraiment dans l'attente de nos clients, qu'ils ne verbalisent pas forcément, en revanche, qui lui facilitent la vie, et une fois qu'il y a goûté ou une fois qu'il a découvert, il s'en passe plus. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi un test avec une app qui nous permet justement de gérer en fait la promotion localement pour avoir justement toujours un lien avec son magasin. Puisque même avec l'effet Covid, certes, on gagne du temps et on a un ratio de chiffre d'affaires enregistré digital qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement. En revanche, on fait toujours la plus grande majorité de notre business en magasin. Et donc, il faut pouvoir avoir une bonne répartition, une bonne connaissance client qui nous permettent d'avoir des clients mixtes. Parce que nous, on a, comme tout distributeur, volonté d'être au plus proche d'eux. Et ils ont des rythmes de vie, un agenda hebdo qui est très différent. Et donc, de temps en temps, ils vont avoir besoin du digital. De temps en temps, ils vont avoir besoin de passer en magasin pour pouvoir toucher et essayer les produits. Et étant donné que nous, on a tout un volet sur l'animation, sur le fait de pouvoir sortir les jouets un petit peu à la manière de Camp, il est important aussi de cultiver ce lien-là. Et on le voit de toute façon en fait, dans nos clients. À partir du moment où un client est canal unique, il vient moins souvent et il dépense moins. Et un client mixte, les chiffres s'envolent. Donc, c'est un premier point de conserver ce lien-là. Et ce conserver ce lien-là, c'est aussi l'approche qu'on pouvait avoir avec les réseaux sociaux. Et ça, les réseaux sociaux,
on est quand même de très nombreux distributeurs à se dire comment je le prends, jusqu'où je vais, comment je m'adapte en fonction du réseau social. Et tout ça, au-delà de la dimension test et le magasin laboratoire, on a testé d'autres solutions de paiement autonome du client sur smartphone, mais il y a toujours cette idée de lien et de solution apportée au client. Et cette dimension digitale, elle nous a permis aussi de prendre beaucoup de maturité sur comment j'adresse les réseaux sociaux. Et on n'a pas adressé TikTok de la même manière qu'on adresse Facebook, de la même manière qu'on adresse Instagram. Et lorsqu'on s'est positionné sur TikTok juste avant le deuxième confinement, on a très vite enregistré un nombre de vues parce qu'on s'était appuyé sur des gens qui savaient comment est-ce qu'on parle à TikTok. Et ce qui fait que en 3 semaines, on a pu enregistrer 3 millions de vues, ce qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant, et seul surtout. Donc tout ça, ça nous a permis de basculer de mindset en se disant le digital, il faut le faire de manière rationnelle parce que là aussi, il y a des ROI et on ne peut pas dépenser sans compter. En revanche, on a une acquisition d'expérience et de connaissances qui est 10 fois plus rapide que lorsqu'on fait des tests en magasin. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Bon, bravo en tout cas, parce que c'est vrai que c'est des chiffres impressionnants dans une période en plus où pour vous, il y avait, pas ça prévu, il y avait quand même de l'intégration interne, il y avait d'autres chantiers à faire. Edouard, si tu veux activer ta caméra, voilà, que je te remette à l'écran. Bon, alors on se dit que d'habitude, l'alimentaire, c'est quand même pas les champions du digital, mais cette année, ça. Hein, bon, c'est peut-être pas à toi qu'il faut dire ça, mais en général, c'est l'image qu'on en a. En revanche, cette année, ça n'a pas été le cas pour vous. C'est peut-être pour ça que je suis là. Hein. Mais, exactement. non, tu disais plus de magasins sur son digital. Je dirais que cette phrase-là, elle a été un peu moins applicable pour nous, puisqu'on reste quand même dans un business qualifié d'essentiel, donc de nourriture, qui en plus a bénéficié des problématiques administratives et sanitaires directement, parce qu'il y a eu un transfert des repas hors domicile qui représente plus de 40% en France, je crois que même c'est au-dessus de 45% si je ne me trompe pas. Des repas sont en France pris en situation normale en dehors du domicile et non pas à la cantine d'entreprise ou à la cantine de l'école ou au restaurant le soir. Ce qui fait qu'il y a quand même eu un transfert de ces repas qui est passé à domicile. Donc, et qui continue. Oui, les restaurants sont malheureusement toujours pas ouverts. Il y a les plateformes de livraison, notamment américaines et anglaises, qui proposent à ces restaurants de survivre. Mais ça, c'est un autre sujet. En ce qui concerne nos flux à nous, on a récupéré ces repas. Donc, une volumétrie a augmenté. On a dû traiter cette volumétrie. Alors, effectivement, le digital est l'un des outils pour répondre à l'augmentation de cette demande, mais elle se traduit principalement par un canal qui existait déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le drive. Donc des croissances à 2 chiffres d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, sont à gérer avec l'aspect technique que j'ai mentionné tout à l'heure et l'aspect organisationnel, parce que là on parle beaucoup du côté consommateur, mais il ne faut pas oublier que du côté collaborateur, il y a quand même eu des impacts assez conséquents à gérer pour la protection de nos collaborateurs, pour l'organisation aussi de l'absence qui pouvait être générée par le virus. Donc je dirais que l'accélération du plus de digital dans le magasin, c'était plutôt l'inverse pour nous. Le drive étant un outil digital que l'on expose effectivement au client en dehors du magasin, le client vient quand même dans le magasin. Donc ces flux de destination vers le drive versus le magasin se sont un peu transposés de l'un vers l'autre. Je pourrais aussi prendre un exemple pour le mois de novembre d'une initiative qui a été prise par notre business unit en Belgique, donc Cora Belgique, qui a numérisé en 3D ses rayons de jouets. Donc là, Mathieu comprendra vite le sujet avec Quick Toys. On a numérisé en 3D les rayons jouets, donc avec une caméra qui s'est promenée dans les rayons et qui a numérisé de telle façon qu'on pouvait avoir des zones chaudes sur une référence et sur un produit et transposer l'intention d'achat du client qui était potentiellement en magasin ou en ligne sur un schéma qu'on a entendu de Ask and Collect qui permettait donc de récupérer une sélection. Donc, parce qu'en Belgique, vous aviez le droit de vendre ces produits non essentiels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit non essentiel? Déjà, il peut y avoir débat là-dessus. La fermeture des rayons non essentiels a été une initiative qui a été assez alignée entre France et Belgique. La Belgique suit assez rapidement ce que fait la France
Et d'ailleurs, depuis récemment, on constate l'inverse, notamment un caddie égale un client, c'est une initiative gouvernementale belge comme contrainte. On Mhm. n'est pas loin d'entendre ça en France. Ouais. Donc on a pu effectivement numériser les rayons et faire du ask and collect comme ce qu'il y avait en France, hein. C'est-à-dire que le rayon du produit non essentiel a eu une zone de flou de quelques jours sur le fait qu'on n'avait pas le droit d'aller dans ces rayons ou on n'avait pas le droit de vendre ces produits. Et donc c'est arrivé par le sujet des libraires, hein, et je ne remets pas en cause cette logique-là. Je voudrais juste illustrer que la réaction des équipes sur le terrain a été assez chouette. Voir des rayons fermés avec des bandes de plastique noires, comme on a pu voir dans certaines photos qui ont circulé Mhm. sur Internet, c'est Fantastique. désolant. C'est désolant pour les clients avant Noël et c'est désolant pour nous, commerçants, qui sommes passionnés par cette période de fin d'année. Et donc voilà, l'initiative de plus de digital dans le magasin, je pourrais illustrer par celle-ci qui a été faite rapidement avec un partenaire qui est venu avec son matériel et qui, pour un montant assez marginal, a pu prolonger l'expérience du jouet au mois de novembre dans nos hypermarchés. Merci, Edouard, de ton retour. On se reparle à la fin. Dernière partie, et puis on prendra vos questions, donc n'hésitez pas à commencer à les poser pour que Nadège puisse les lire et les organiser. Bon, alors qu'est-ce que ça peut nous dire pour les années à venir, ça? Qu'est-ce qui est durable? Quel type d'innovation peuvent encore arriver et seraient éventuellement adaptables? Alors, bon, 40% des consommateurs américains se disent déjà prêts à la livraison par drone ou par robot. C'est un marché qui est estimé à plus de 20 milliards de colis dans le monde d'ici 2030, donc c'est vraiment colossal. On a 45% des consommateurs qui sont prêts à être guidés par des robots en magasin. On a plus d'un Américain sur 4 qui est prêt à donner son ADN pour améliorer les recommandations sur les produits, sur l'expérience, etc. On a aussi déjà plus d'un sur 4 qui est prêt pour le refill, pour les commandes automatiques, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, c'est des signes qui devraient quand même nous interpeller. Alors, il y a eu des tests et des tests technologiques de choses qui peuvent arriver. Je voulais parler du chariot intelligent de Kepper. Bon, Kepper, ça fait quand même 2-3 ans qu'il nous parle de son chariot intelligent qui va arriver. Là, Kroger l'a mis en place dans de premiers magasins. Donc, je rappelle, c'est un scan de code barre. C'est pas de la computer vision, justement. Ils sont revenus sur du scan de code barre. C'est une balance pour la sécurité. Et puis, Kroger a décidé d'incentiver les consommateurs en leur proposant 5% de remise sur leurs produits marque distributeur pour l'utilisation de ces chariots. Alors, il n'y a pas que les Américains, hein. En France, vous avez dû voir qu'une petite start-up de l'ouest de la France qui s'appelle Knapp a déjà mis en place aussi en test ces chariots avec un fonctionnement similaire dans 2 magasins Monoprix, dans le sud de la France à Nice, et puis au nouveau magasin Monoprix de Montparnasse là, qui a été inauguré en septembre dernier. Un truc assez sympa, je trouve. Là, Area, c'est quoi? C'est du scan and go. Le scan and go, on sait tous comment ça fonctionne. Sauf que là, c'est un système de scan and go qui ne nécessite pas, d'application dédiée. C'est directement intégré au site web mobile du distributeur et c'est multi-enseigne. Donc, vous n'avez rien à faire à part souscrire au programme en tant que distributeur. Je pense que ça peut permettre de démocratiser le scan and go pour des enseignes de taille plus moyenne, qui n'ont pas d'appli dédié, etc., et qui veulent permettre à leurs consommateurs d'être plus autonomes, d'aller plus vite. Puis cet enrôlement multi-enseigne devrait faciliter l'adoption parce qu'on a toujours un petit frein quand même à l'adoption sur ces solutions-là. Nomitry, alors ça c'est du self-scanning aussi, mais basé là pour le coup sur de la computer vision et directement sur le smartphone du client. Ça veut dire que contrairement à un chariot Kepper, Knapp ou autre, là l'investissement pour l'enseigne est ridicule en termes de matériel, puisque c'est juste un petit support comme ça qui est plugué, comme vous le voyez, sur le chariot. Et donc, c'est du self-scanning, c'est de la reconnaissance d'image, computer vision plus intelligence artificielle, et après, bien sûr, vous allez jusqu'au paiement. Ça fait 2-3 ans qu'on voit que la reconnaissance d'image, que ce soit sur les produits, sur les flux, sur les procès, à tout niveau, et même en back-office, en supply chain, on sait bien que ça va révolutionner l'ensemble de nos parcours. Il reste à faire le tri, à savoir où on va. Walmart a une initiative aussi très intéressante, commence à installer le Home Wallet. Le Home Wallet, c'est une box comme ça, sécurisée, qui est devant votre maison, donc que vous pouvez vous déverrouiller avec votre mobile, dans lequel le livreur va déposer vos courses, et on a même un compartiment réfrigéré. Donc il n'y a plus de problème de moment de rendez-vous quand on a du fret.
Cocorico, quand même, une start-up de la French Tech, c'est SmartWest. SmartWest, c'est une start-up de Nantes qui se propose de réduire le gâchis alimentaire sur l'ensemble de la chaîne du distributeur. Moi, quand je me suis intéressé au sujet, je savais pas du tout. Pour un supermarché, le gâchis alimentaire, c'est à peu près, c'est l'ensemble de c'est l'équivalent de son résultat net. Un magasin jette à peu près autant que ce qu'il gagne chaque mois. Donc, avec cette plateforme-là, la promesse est de gagner au moins 50% de résultat net et de diviser par 4 le temps dédié aux collaborateurs. Et comment ils font ça? Avec un système basé sur de l'intelligence artificielle qu'ils ont appelé le Food Waste Management System, qui va, donc c'est différents outils technologiques qui sont combinés et qui va aider d'abord à détecter les produits qui arrivent en date courte en magasin, au lieu que ce soit vos collaborateurs en rayon qui tous les matins aillent à l'œil. Là, on vous dit quels sont les produits qui arrivent en date courte. Ensuite, on va décider de ce qu'on fait de ces produits par rapport à différents paramètres, notamment des paramètres magasins. Et là, il y a un aiguillage, il y a deux types de choix. Soit une remise est appliquée pour avoir donc un prix remisé dans des rayons spécifiques qui sont des rayons zéro gâchis d'ailleurs, qui était l'ancien nom de Smartway. Donc un prix remisé avec une étiquette qui sort automatiquement, etc. Soit le don aux associations qui va être sécurisé, facilité et mieux équilibré. Les premières enseignes qui ont mis ça en place ont des résultats financiers et opérationnels. On parlait de résultats d'image vis-à-vis de leurs consommateurs qui sont exceptionnels. Autre initiative marrante, c'est Picnic aux Pays-Bas. Alors ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit. Parce que Picnic, en fait, il vous donne un choix de produits très réduit. En fonction de votre localisation en tant que client, on va vous dire, aujourd'hui, les producteurs locaux, ils ont des salades, mais ils n'ont pas de betterave. Donc, vous achetez uniquement des produits disponibles. Bon. Et puis, une fois que vous avez acheté, on nous parle du dernier kilomètre, du dernier 100 mètres, des derniers mètres. Là, pas du tout. Là, ils viennent avec ce type de camion et c'est un point de livraison unique avec un rendez-vous dans un quartier. Et vous devez venir chercher vos courses à ce niveau-là. Bien sûr, pour des problématiques et pour des préoccupations environnementales, c'est assez marrant de voir des enseignes qui prennent un contre-pied. Un système que j'ai trouvé excellent aux États-Unis, c'est Kahoot. Kahoot, c'est du fulfillment en peer-to-peer. En gros, vous avez un réseau de petits commerçants qui vont partager leur puissance de stockage et d'expédition. Et ils vont mutualiser ça. Vous allez donner à vos petits confrères, autres petits commerçants dans tout le pays, un stock du top de vos ventes, de vos produits, et vous allez accueillir ceux des autres. Ce qui vous permet de pouvoir livrer dans tout le pays en 1 à 2 jours gratuitement. Donc de pouvoir, en tant que petit commerçant ou petite chaîne, concurrencer considérablement. Vous êtes indépendant et vous pouvez concurrencer les services de grandes enseignes, voire même d'Amazon et autres, parce que offrir de la livraison gratuite en 1 ou 2 jours aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire et Amazon est le numéro 1. Donc je pense que c'est quelque chose à regarder. Il va y avoir certainement des adaptations en termes de type de surface, à dédier, de process, etc. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement, qui peut apporter beaucoup de modifications dans la chaîne et qui peut permettre aux petits de se hisser au niveau des gros, ce qu'on demande tout le temps. Tiens, une autre innovation de la French Tech, BeLive.ai, vous en avez peut-être entendu parler depuis un an, on commence à parler d'eux. Ils ont un système de computer vision et d'intelligence artificielle qui permet de détecter en live les ruptures en rayon. Moi, au début, ça me parlait pas non plus, là, mais quand on m'a expliqué, en fait, les ruptures en rayon sur un hyper moyen, ça représente un gain de 180 000 euros par an. En moyenne, c'est quelque chose de colossal, tout simplement parce que ce sont les produits les plus vendus qui arrivent en rupture. Et quand ils arrivent en rupture, quand vous n'avez plus de Nutella, ça, Edouard, tu pourras peut-être nous en parler, mais quand on n'a plus de Nutella le samedi après-midi à 15h, chaque minute qui passe avant d'aller remettre son pot de Nutella ou son Coca-Cola en rayon, c'est du chiffre d'affaires de perdu et qui n'est pas déporté, pour le coup, vers la pâte à tartiner marque distributeur. On sait bien que les acheteurs de Nutella ou de Coca, ils veulent que ça. Exact, c'est un manque à gagner et c'est aussi une frustration client, notamment sur les offres Drive où là le client il est éloigné du rayon, il est en ligne et il se retrouve à retirer un colis où soit il n'a pas sa pâte à tartiner, soit il a un produit de remplacement qui ne convient pas. Ouais, et puis la fois d'après, il y a de grandes chances qu'il aille ailleurs, hein, malheureusement. Parce que ça, on le sait. Alors Yves Saint Laurent, ça c'est assez rigolo. Yves Saint Laurent a décidé de créer une machine qui a été présentée, alors non pas à NRF, mais au CES de Las Vegas, là, qui avait lieu quelques jours avant. Une machine qui vous permet de créer votre propre rouge à lèvres à domicile et sur mesure en personnalisant la couleur. Donc avec votre appli, vous allez scanner le vêtement que vous avez et on va sortir le rouge à lèvres, va être conçu en direct chez vous. Alors c'est une machine qui vaut aujourd'hui $300, hein, mais c'est quand même Yves Saint Laurent.
On a beaucoup parlé d'impression 3D à la maison, ce que ça allait devenir. Bon, là, on en parle un petit peu moins. Là, on a une application extrêmement concrète. Ça peut être élitiste dans un premier temps parce que c'est Yves Saint Laurent, mais attention à ce que ça peut donner. Ça peut faire, je pense, très mal parce qu'il y a le côté à la maison, j'ai mon rouge à lèvres tout de suite. Alors certes, c'est un peu plus cher, il y a des consommables et tout, mais ça peut se démocratiser. Mais il y a aussi le côté, j'ai la couleur parfaite. Et en plus, j'ai la qualité Yves Saint Laurent. Fantastique. Walmart a ouvert un magasin assez étonnant, le Elm Springs. En fait, ils ont décidé de casser les codes. On connaît tous Walmart, mais là, ils ont dit, dans ce magasin-là, on veut que le consommateur reste le moins longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle avec nos enseignes d'alimentaire, de GESA, de spécialistes? On veut pas que le consommateur, non, on veut que le consommateur reste longtemps. Non. Là, ils ont dit, on veut qu'il reste le moins de temps possible. Donc, on a une signalétique, comme vous pouvez voir là sur ces images, qui est inspirée des aéroports avec de très grands marquages, des zones extrêmement bien identifiées. Et on a tout un tas d'outils qui permettent, mobile en main, aux consommateurs d'être extrêmement autonomes. On a un vrai GPS de localisation produits et rayons en magasin. Vous savez qu'on en parle depuis très longtemps, mais on n'en voit pas beaucoup qui fonctionnent. On a du scan and go, on a de l'infoproduit, on a du paiement autonome avec Walmart Pay, la préparation de la liste de courses en amont, donc qui va se déverser sur le GPS et qui va améliorer le parcours. Enfin voilà, cette promesse est quand même complètement dingue. Je veux que mon consommateur reste le moins longtemps possible, mais qu'il revienne parce qu'il est heureux, qu'il aura une expérience intéressante. C'est à suivre, je pense. Voilà pour ce petit tour d'horizon. On va, avant de prendre des questions, peut-être prendre quelques réactions, en commençant par Charles, si sa caméra est allumée. Bon, chez Mobivia, on voit comment les années à venir, en reculant un petit peu ta caméra, s'il te plaît, on le voit bien. Alors, chez Mobivia, en fait, comme vous le savez, chez Mobivia, quand vous rentrez chez un Noroto ou chez un Carter Cash ou chez un Midas, vous n'y allez pas avec les mêmes intentions que si vous alliez chez Pickwick. C'est pas le même plaisir. Et du coup, il a fallu nous adapter, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'interactivité avec le client, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de services justement pour que voilà, le client passe un meilleur moment, ou en tout cas comprenne qu'il y ait plus de pédagogie, plus de méthodologie en fait dans tous ces outils. Donc effectivement, on se concentre sur tout ce qui va être réalité virtuelle, mais surtout la réalité mixte pour nos employés. Alors la réalité mixte, c'est vraiment un peu ce que vous pouvez voir dans Minority Report, le film, si vous connaissez. C'est un peu aussi pour aider nos collaborateurs à travailler sur des moteurs. Donc on arrive vers ce genre de choses. C'est développer les fiches techniques pour justement faire en sorte que le client ait moins de peur pour acheter un produit. Donc ça, c'est en réalité augmentée. C'est développer, effectivement, vous avez parlé de Believe, Believe, donc travailler sur la computer vision, faire en sorte que le client puisse mieux voir, surtout dans ces moments-là. Il faut savoir que, Mathieu en a parlé, effectivement, les habitudes clients sont rudes. Il faut savoir que si on veut créer une nouvelle habitude chez un client, il faut dépenser 9 fois plus. Donc, justement, c'est ce qu'on essaie de faire. On souhaite avoir ce petit quart d'heure d'avance sur les autres, et donc de développer des partenariats, faire en sorte, là, demain, nous allons avoir le Move Factory, qui va être un pôle d'excellence dans la mobilité. Donc, on souhaite vraiment être les meilleurs sur la mobilité. Ah, on n'entend plus, je ne sais pas si c'est moi, mais... Non, je pense que Charles a dû couper son micro. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Bon, en tout cas, je pense qu'on a compris. Mathieu, peut-être une réaction? Oui, absolument. Nous, en fait, l'orientation, elle est très claire. En fait, on vient vraiment différencier l'objectif des moyens, parce que on aurait pu tomber, d'ailleurs, on est tombé dans ce travers-là, comme beaucoup de retailers, dans la techno pour la techno et digitaliser sans avoir véritablement de cible et d'indicateurs. En fait, on prend un autre angle, et cet angle-là, c'est d'accentuer réellement la connaissance client, parce que finalement, on a une masse de données qui est extrêmement importante chez nous comme chez beaucoup de distributeurs, sauf qu'on s'en sert peu, on ne s'en sert pas toujours de la bonne manière,
Et surtout, on suit assez peu les segmentations clients et les personas qu'on peut avoir. Donc, on a une première brique qui est vraiment l'accentuation de cette connaissance client pour délivrer justement des solutions qui sont réellement attendues des clients, ou que les clients, de par en fait leurs habitudes, nous montrent sans pourtant les exprimer, et pour avoir justement des outils qui sont à leur service et à notre service, pour pas polluer. Enfin, on a tous des boîtes aux lettres qui sont par exemple très très embouteillées par les newsletters pour qu'on peut recevoir, et si rapidement on ne revient pas sur un traitement de nos newsletters, on se retrouve avec 50-60 newsletters par jour. Donc ça, c'est un premier point, ne pas polluer, être bienveillant en fait vis-à-vis de nos clients et mieux les connaître. Et ça, c'est la première brique. Ensuite, avoir une vraie vision sur le magasin et le digital, c'est-à-dire on ne peut pas avoir en fait la même stratégie sur les deux. C'est-à-dire que se dire je veux être là où sont mes clients et mes clients sont partout, bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est pas tellement ce sujet-là qui veut, c'est qu'on puisse avoir, pour avoir des business models aussi équilibrés, des stratégies qui sont différentes parce que les attentes ne sont pas toujours similaires. Et en fonction des clients, il faut pouvoir avoir une capacité à s'adapter, et la personnalisation justement de cette relation, mais la personnalisation finalement de ce que je donne à voir à mes clients, elle est essentielle parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes intentions avec un client qui est un client VIP qui vient 8-10 fois par an chez nous. Nous, on a une moyenne de visite qui est beaucoup plus basse que ça, mais avec un client qui vient 2-3 fois, dont une fois par opportunité parce qu'on a le meilleur prix sur le marché et parce qu'on a pu faire un coup. Et donc, on veut choyer en fait ces clients, ces très bons clients, ces bons clients, ces VIP, s'adresser particulièrement à eux parce que finalement, on veut créer une zone de désirabilité qui soit très très forte. Et ça, avec le secteur sur lequel on est, c'est relativement simple parce que, comme le disait tout à l'heure Charles, le plaisir, il est réel quand les gens viennent chez nous. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui rentrent chez nous par contrainte ou que ça ennuie parce que dès qu'on rentre dans nos magasins, on parle aux jouets, on parle de son enfance, on va faire plaisir, on va offrir un cadeau. Donc, on a, dans le retail, on n'a pas d'obligation à venir toutes les semaines pour se nourrir. C'est un vrai plaisir. Et donc, ça, il faut qu'on l'accentue, cette dimension plaisir, cette découverte, ces animations. Même si on est en Covid, c'est pas une fin en soi. On peut aussi, au même titre que l'exemple de Camp sur les anniversaires virtuels, mais on peut développer. On a maintenu les anniversaires. On a toujours des clients qui font appel à nous. On a mis en place un certain nombre de mesures. Et donc, c'est une question aussi de volonté de communication. Donc, ce lien, il va être cultivé, il va être accentué. Et c'est vraiment ce qui guide nos actions actuellement. Merci, merci. Alors, peut-être avant n'hésitez pas à poser vos questions qu'on va prendre dans une minute. Édouard, peut-être un dernier commentaire sur ce qu'on vient de voir. Et puis ensuite, Nadège nous posera les questions. On verra à qui. Hop, oui, voilà, alors l'innovation systématique par la haute technologie ou la technologie, on en revient un peu. On s'aperçoit que les tendances low-tech qu'on avait constatées l'année dernière, ou NRF d'ailleurs, ne semblent pas aussi débiles que ça à avoir en tête. Exemple, The Camp. The Camp, le modèle de The Camp, il n'y a pas de techno à la base. On a fermé leur magasin. Donc là, ils se sont effectivement rapatriés sur la techno. Mais dans une stratégie d'entreprise, aller sur le tout techno dans le retail, c'est s'affranchir de l'expérience sensorielle, des sens principaux, donc l'odorat et l'ouïe que l'on a dans un magasin. On a tendance à les oublier, mais ils y contribuent, et surtout dans un magasin alimentaire, quand on sent une paella, quand on rentre dans un magasin et qu'il est 11h30, ça a un effet plutôt favorable, non seulement sur le client, mais pour le business. Donc, prudence sur l'innovation excessive. Maintenant, changer, c'est innover en soi. Donc, si c'est l'innovation par le changement, qu'il soit contraint ou pas contraint, ça, évidemment, il faut rester en action, en évolution, et donc changer, et donc innover. Nous, notre trajectoire, elle est plutôt sur l'innovation pour nourrir la croissance du commerce hors des murs. Donc, ce sont les parcours alternatifs, ce sont les modèles économiques alternatifs. Donc, alternatif, alors pas alternatif au sens nouveau, mais alternatif au sens, ça n'est pas le rond-point, le parking, le caddie, la galerie marchande, l'hypermarché, les rayons, et puis le liquide à la fin et l'attente en caisse. C'est aussi une alternative. Je commande sur un site, je retire en drive sur un créneau planifié, sur un créneau récurrent. Je me fais livrer par des plateformes collaboratives par mon voisin. Donc, exemple, chez Pop-up, Hyper et autres marketplaces de livraison de ce type-là. Donc voilà, ça c'est le premier axe. Comment est-ce qu'on opère comment est-ce qu'on accompagne ces évolutions de business model?
Tu parlais tout à l'heure de l'abonnement, typiquement l'abonnement de fond de placard, c'est peut-être un sujet, même si Amazon a abandonné certaines fonctionnalités, notamment aux États-Unis, sur les boutons d'abonnement. Ça reste quand même un potentiel intéressant à instruire, du moins en Europe. Après, on a un autre sujet qui est accélérer, huiler, améliorer les opérations. Et là, je parle de l'utilisateur qui soit notre client comme notre collaborateur. Et notre premier ingrédient, c'est évidemment la donnée. L'avantage de la grande distribution, c'est de générer énormément de données. Son inconvénient, c'est de ne pas être aujourd'hui suffisamment mûr et capable ou pas correctement outillé pour les opérer. Donc, valoriser la data pour une meilleure connaissance client, donc une meilleure structuration de cette offre et de ses parcours en dehors des murs et dans les différents schémas omnicanaux mentionnés tout à l'heure. C'est aussi une meilleure connaissance client sur la supply, les produits, pour l'information client et pour l'amélioration de toute la logistique qui en découle, qui sont quand même des coûts assez importants. On parle de plusieurs milliers, dizaines de milliers, presque 100 000 références pour un hypermarché, c'est un indicateur à avoir en tête, plus de 35 000 sur le drive. Donc tout ça, c'est de la donnée à traiter, c'est de la donnée à manipuler, c'est de la donnée à améliorer. Et enfin, je terminerai sur le dernier point qui est aujourd'hui de passer sur 50 ou 60 ans d'histoire de grande distribution avec une enseigne allumée sur un hypermarché de 5 000 m² et plus à un modèle où l'attraction du client ne se fait pas uniquement par ce schéma-là, mais par un mix média qui est différent, donc les réseaux sociaux. Mathieu mentionnait tout à l'heure TikTok. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a toutes ces plateformes-là. Comment est-ce que ces plateformes digitales prennent nos messages, sur quelle personnalisation, sur quel rythme, sur quel produit, avec la bonne et habile contribution de nos fournisseurs pour toute la partie trade et retail. Là, on a un véritable enjeu d'orchestration de tout ça qui va au-delà des problématiques déjà bien huilées dans certains acteurs spécialisés, comme la Fnac, par exemple. Puisque là, on parle de l'alimentaire en passant par l'hygiène, en passant du produit frais au produit industriel. Donc, on est sur un champ de communication qui est un petit peu plus complexe à gérer. Donc, je dirais, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on gère le mix marketing, le mix média et le ton qu'on donne à tout ça, sans mettre une tranche de jambon sous plastique Fleury-Michon sur un retargeting Facebook, parce que notre client a été croisé une recette qui mentionnait cet ingrédient-là, d'aller un peu plus loin que ça, quoi. Donc du storytelling, comment est-ce qu'on réincarne l'expérience sensorielle d'un magasin, de la cuisine et de l'appétit que ça donne à tout ça, en sachant que les tendances des 18 derniers mois, enfin des 12 derniers mois, mais on le voyait un petit peu avant, le cooking à domicile a bien redémarré, que le goût de cuisiner, le goût des bonnes choses est revenu. Alors on l'a un peu vu disparaître sur le premier confinement, mais après on s'est aperçu dans la composition de nos paniers qu'il y a des produits plaisir qui reviennent. Et de façon de plus en plus récurrente, de moins grande quantité, mais plus régulier. Super, alors, merci Edouard. Je vois quelques questions, on peut peut-être les prendre comme ça rapidement. Tu peux peut-être commencer par une et puis on posera la même à Mathieu et à Charles. Est-ce que tu as vu une évolution dans les moyens de paiement favoris des clients? Alors, oui, évidemment. L'anxiété du digital au sens incarné du terme sur le TPE comme on l'a tous en caisse en faisant notre carte bleue, le sans contact a radicalement pris position sur l'ensemble de nos tickets, puisque la moyenne panier avant était contrainte par ces 30 €, passer à 50 €, ça a permis d'en accélérer l'adhésion. Donc, on parlait du mix média tout à l'heure, il y a un mix paiement à considérer, et là, il y a un pari. Est-ce que les signaux qu'on a en ce moment sont des signaux qui sont établis? Est-ce que le grignotage du cash par le sans contact va rester ancré sous une telle proportion? Est-ce qu'il va continuer à accélérer sous notre motivation, parce que traiter le cash coûte plus cher que traiter du transactionnel en carte bleue? Voilà, question ouverte. En tout cas, sur le moyen de paiement, le Covid prouve que le sans contact est bien ancré. Mathieu, peut-être sur ces moyens de paiement, est-ce que oui, clairement, aussi, en fait, on a des paniers moyens différents? Même constat qu'Edouard, c'est-à-dire que le sans contact, dès qu'on ouvre les magasins, devient
quasiment le réflexe systématique. Et ensuite, lorsque on a mis en place d'autres solutions, notamment celles qu'on a mis en place pour rendre autonomes les clients sur le scanning des produits et jusqu'au paiement, et jusque donc plus aucune nécessité de passer en caisse, malgré la communication, l'implication des équipes de notre Presta ou les nôtres en magasin, les clients ne sont pas encore prêts. C'est assez surprenant. Autant ils ont un support qui est la carte bancaire, qui est quelque chose qu'ils connaissent, qui fait partie de leur vie, qu'ils utilisent depuis des années, et qu'on leur dit, mais maintenant, vous pouvez scanner avec vos produits vous-même, les mettre dans le panier, valider le paiement et sortir directement. Il y a quand même très très peu de transactions, parce qu'on était à moins de 0,1% de transactions malgré les efforts de communication qu'on avait fait. Donc il ne faut pas qu'on aille trop vite sur le sujet. Le pool bancaire a mécaniquement, avec le sans contact, poussé cette possibilité-là, et je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne solution. Petite anecdote amusante pour compléter. Je fais régulièrement des visites magasins et je constate de plus en plus régulièrement des personnes qui oublient leur code de carte bleue. Donc le seuil des 50, il n'est pas toujours dans le réflexe, et on se retrouve avec des clients qui oublient leur code de carte bleue, ce qui prouve concrètement que le sans contact devient de plus en plus systématique au point d'en oublier son code de carte bleue. Évidemment, évidemment. Je vais vous garder là pour quelques questions. Je vous demande de faire des réponses super courtes parce que c'est vrai qu'il est déjà 12h15, mais je vais grouper 2 questions. Garde la parole, Édouard. On a une question qui nous disait comment est-ce que vous organisez une meilleure livraison dans les zones rurales, et est-ce que vous proposez des truck shops pour aller chez les clients? Enfin, en gros, comment vous améliorez votre présence dans des zones où vous n'avez pas de magasin et dans des zones qui sont plus difficiles d'accès, encore plus dans des périodes où les déplacements étaient contraints. Alors, il y a 2 choses. Améliorer notre présence dans des zones où on n'est pas, il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la livraison, il y a le chemin de l'implantation. Sur le chemin de l'implantation, il y a 2 schémas. On implante un magasin qui est capable de faire de la logistique, ou on installe une logistique tout court. Ce chemin-là et ces 2 options sont des chemins qui sont coûteux et administrativement extrêmement complexes. Donc on est plutôt sur la livraison. Maintenant, on est dans une particularité qui est propre à notre groupe, notre enseigne. On est les plus petits, les plus grands de la grande distribution chez Cora. En France, on est très implanté sur un arc nord-est avec 62 hypermarchés. Notre ambition, il n'est pas faire du national et de livrer à des distances qui sont irrationnelles par rapport déjà aux economics, et puis après aux rationnels environnementaux. Donc, dans les schémas que l'on a au départ du magasin, notamment par le drive sur lequel on a fait très tôt le pari de mettre le plus large assortiment possible du magasin disponible en ligne, on a deux parcours proposés aux clients. On a un parcours, il vient retirer le produit dans un point retrait qui peut être soit le drive accolé au magasin, nos 62 hypermarchés en France ont un drive accolé, ou expérience qui est en cours de déploiement avec maintenant 3 unités, du Cora en ville, qui est un format drive piéton avec un assortiment très court qui permet d'aller chercher son panier de drive et de le compléter avec un assortiment de nécessité immédiate. Et après, est-ce que de ce drive on livre à domicile? Est-ce que du drive piéton on livre à domicile? Ça fait partie évidemment des sujets qui sont en cours de réflexion. Je retiens que 100% des Cora ont un drive accolé, je ne savais pas. Oui. Ça prouve que cette puissance du drive dont on parlait, c'est pas juste dans les magazines. Mathieu, ça nous a permis de survivre, parce que quand on a dû fermer le cafétéria, qui représente un business quand même assez conséquent, on a pu transférer les équipes opérationnelles pour soutenir le drive, parce que ça a été une explosion, un tsunami. Bien sûr, bien sûr. Merci. Mathieu, sur cette problématique de livraison, vous n'avez pas un maillage aussi qui est extrêmement... Enfin, vous n'êtes pas présent partout, dans toutes les zones. Comment vous résolvez ça? Puis je suppose que la question est encore plus prégnante à l'approche des fêtes de Noël, où on a des mastodontes, les Amazon et consorts, qui sont capables de livrer extrêmement rapidement. Disons qu'il y a en effet cette problématique de maillage. Cette problématique de maillage, on essaie de l'adresser différemment, et on réfléchit à des partenariats pour mettre une partie de notre assortiment Pick Quick Toys chez des partenaires. Donc ça permettra d'augmenter le maillage. Bien sûr, tous nos magasins maintenant ont durablement installé le drive. Et puis, on a de toute façon cette capacité à délivrer tous les produits qui sont commandés sur le web avec un assortiment qui est quasiment, je dis quasiment parce qu'on a un point sur le livre, mais quasiment équivalent en magasin sur les plus grandes structures et en live, enfin en web. En revanche, la problématique, c'est des expéditeurs. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, à partir du moment où on n'a pas référencé un pool important d'expéditeurs, dès qu'on se retrouve sur des points de croissance comme ça, pour raison de confinement, donc avec une accentuation du web qui est très très forte, finalement, c'est la qualité de service des expéditeurs qui se dégrade fortement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier les contrats pour avoir d'une part différentes propositions sur la livraison à domicile ou la livraison en point relais. Et puis, il y a aussi un autre enjeu qui est l'enjeu du temps. On en parlait tout à l'heure sur cette capacité à livrer en 2 heures et comme quoi, notamment aux États-Unis, c'était une attente relativement importante. Celle-ci, elle est possible chez nous. On est en train de finaliser en fait les approches pour pouvoir être en mesure de livrer sous 2 heures, sous 3 heures ou sous 10 jours en fonction des attentes, parce que tous les clients ne veulent pas livrer dans l'heure. Il y a aussi des clients qui disent je prévois, et si vous m'assurez le fait que la livraison sera dans 10-12 jours, ça me va très très bien, parce que justement, lorsque c'est des cadeaux de Noël typiquement, on peut se dire qu'avoir ces cadeaux de Noël lorsqu'on a ses enfants à la maison, forcément ça devient la recherche à partir du moment où ils n'y croient plus, et donc ils retournent à la maison pour essayer de les trouver. Donc si on se dit si vous pouvez les garder et les avoir à disposition le 24 midi ou le 23 au soir, ça me va très bien. Donc voilà, on réfléchit sous différentes possibilités, toujours sous cet angle client. Alors, on reprend une ou deux questions. Tiens, tant que tu as la parole, je demande vraiment de faire le plus court possible, même si c'est passionnant, mais il est déjà midi 20. Est-ce que tu as vu une évolution, toujours en termes de paiement, sur les facilités de paiement fractionné, paiement différé, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez une demande? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, étonnamment, pas vraiment. On n'a pas vu en fait une accentuation, par exemple, du 3 fois sans frais, du 4 fois sans frais, alors qu'on aurait pu, parce que sur ces périodes-là, on a pu constater en fait notamment des achats sur le web sur des produits qui étaient bien au-dessus en fait de notre panier moyen, notamment des articles entre 100 et 400 euros. Et malgré ça, on n'a pas constaté en fait une envolée de ces demandes de paiement plusieurs fois. Alors, mais si je peux me permettre, je viens de faire une étude là pour un client. Le panier moyen du paiement fractionné, c'est 60 euros en fait. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas sur des gros paniers, c'est pas sur du luxe, c'est vraiment sur de la mode, etc. C'est sur des paniers de 60 euros à 15 euros tous les 15 jours, par exemple, tu vois. Mais on ne l'a pas constaté. D'accord. Edouard, quelque chose de ton côté, c'est une demande sur la partie web ou alors on paye cash et on n'en parle plus? On paye cash en carte bleue aujourd'hui. L'idée étant, puisqu'on a un gros sujet de révision des parcours caisse, enfin des parcours de paiement, dont les lignes de caisse historiques qui sont à réaménager avec les self-checkout, avec les caisses tapis un peu plus modernes, avec l'autonomisation du client accompagné d'une scanette et ou accompté de son mobile. Alors, maintenant, pour préciser, on était en paiement fractionné sur le web, sur le web pur. Ouais, alors, mais justement, pour te donner, on est dans un ensemble. On a des comportements sur le mix paiement qui sont extrêmement différents dans les magasins et de par l'offre qu'on propose en mix des possibilités, quoi. Et sur le online, on a pour le moment uniquement la transaction unitaire cash. Mais l'idée étant de déployer plus de possibilités avec notamment, dans certains cas en test, le paiement complémentaire ou en cash au comptoir, enfin sur la voie de retrait du drive. Ouais, d'accord. Ah oui, carrément. Très bien, très bien. Je ne sais pas si Charles a une connexion, pas de connexion, parce que... Si vous m'entendez? Ah oui, alors on ne te voit pas, mais malheureusement. On t'entend. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer, en tout cas sur la partie web, de passer le moins possible sur la base de paiement. Donc, de créer des habitudes de paiement chez le client. Effectivement, comme l'a dit Mathieu, ce qu'on constate, c'est que tout ce qui est un peu solution sur le côté en magasin, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement l'habitude de la carte de crédit et surtout le sans contact avec en plus ça a la possibilité de payer jusqu'à 50 euros. Donc ça, effectivement, c'est les choses qu'on peut constater en magasin. Donc voilà. Ok, merci. Bon, je vais vous remercier tous parce que là vraiment il est tard et puis on va demander à Nadège de conclure. Merci à tous. J'ai envie de vous dire bonne année 2021 à vous trois. On va se reparler et je pense qu'on va avoir encore plein d'autres surprises à partager. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Nadège, je crois que voilà, on va parler de ce qui arrive chez vous, chez Cap Digital. Exactement. Un grand merci à vous quatre pour votre retour d'expertise et votre participation. C'était vraiment très enrichissant.
Ce n'est pas moi qui le dis, même si je le pense fortement, c'est vraiment l'ensemble des participants dans le chat. Très rapidement, donc moi, je vais vous faire un petit focus sur les prochains événements de Picom by Cap Digital. Donc, dans le chat, je vous mets les différents liens vous permettant de vous inscrire. Donc, le prochain événement, le 16 février, Data et communication papier, le nouvel Eldorado de marketing, qui est un livre blanc de Smartalog. Donc, je vais pas épiloguer, hein, bien sûr. Ensuite, le jeudi 11 mars, comment faire de vos clients des points de vente. Donc, toujours la même chose, le lien d'inscription dans le chat. Le 25 mars, la présentation d'un livre blanc misé sur la fidélisation client pour raviver la croissance. Toujours la même chose, le lien dans le chat. Mais vous allez recevoir de toute façon un mail avec le replay et l'ensemble des liens vous permettant de vous inscrire à l'ensemble de nos événements. Non pas que Picom by Cap Digital, mais également Cap Digital. Une dernière petite chose, donc le 1er avril, les mobilités du e-commerce, qui est un partenariat avec la chaire logistique urbaine animée par Laetitia Dablanc. Donc, le 1er avril, ça sera donc la présentation des différents travaux. Et pour terminer, voilà, notre équipe est toujours à vos côtés. Si vous subissez un ralentissement de votre activité, financement, trésorerie ou toute autre question que vous souhaitez nous poser, on est à votre disposition. Donc, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, mais toujours et encore, dans le chat, je vous mets les liens vous permettant de pouvoir accéder à ce jot form et à l'adresse mail qui a été mise à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'en ai terminé. On a dépassé d'une petite demi-heure, mais ce qui prouve qu'on a eu beaucoup d'interactions et que ça a intéressé un grand nombre de personnes. Merci encore beaucoup, Mike, pour cette animation, pour le retour d'expertise, du NRF. Édouard, Charles, Mathieu, un grand merci également. Je ne peux rien dire de plus. Merci pour tout. Merci pour votre disponibilité. Merci une fois encore pour votre expertise. Et je vous dis tous à très bientôt et bon appétit. À bientôt. Merci, Nadège. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde.